de continuité. Donc, ils vont enchaîner là maintenant avec vous et après, on a une session ensemble. Alors, concernant le lien corps-esprit, il y a un lien entre nos perceptions et ça, on va le voir. On va peut-être le démontrer, pas avec une rigueur scientifique, mais on va aller sur une vision qui va venir bousculer un peu votre vision du monde concernant la santé, concernant les symptômes physiques et le message du corps. Comment le corps nous parle. Vous savez, le corps est une mini-version de l'univers. Et si vous avez observé l'univers de peu, pas besoin de science, juste en observant l'univers, vous vous rendez compte qu'il y a une intelligence qui régit cet univers qui dépasse l'entendement et qui dépasse la compréhension humaine et qui, vous savez, la conscience, l'intelligence qui a créé ce brin d'ADN qui s'exprime à travers nous est 1000 fois et nettement plus supérieure que l'intelligence que l'on a dans nos perceptions pour comprendre un concept. Un brin d'ADN peut être, si on veut l'interpréter avec le langage humain, il nous faut un livre de 500 pages, n'est-ce pas? Qui peut confirmer? Il y a des médecins ici qui peuvent confirmer ce point. Est-ce que vous êtes d'accord que 1 micromètre si on veut le lire d'une cellule et on veut comprendre leur fonctionnement, on a besoin d'un livre de 500 pages. Et ça, c'est le reflet de cette intelligence qui nous dépasse. Et donc, pour comprendre cette intelligence, on va voir un peu que cette intelligence s'incarne aussi dans ce que l'être humain a étiqueté comme douleur ou comme erreur. Cellule cancéreuse est étiquetée par un être humain comme une erreur, comme une multiplication anormale de cellules. Moi, j'ai envie qu'on voit en quoi il y a un ordre caché derrière ce chaos apparent. Donc, l'idée, parce que j'ai vu dans le chat Ilham là, qui nous dit que diabète de type 2, on ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'on a 1 heure ensemble, on ne va pas rentrer dans le détail du lien entre chaque perception et le déclenchement d'un symptôme. Ça nous prendrait plusieurs jours, parce qu'il y a plein de symptômes. Mais on va juste garder une vue d'ensemble de tout cet écosystème et leur fonctionnement. Donc, c'est parti. Est-ce que ça vous tente? Mettez-moi le feu dans le chat pour que je vois si je continue avec cette énergie ou je baisse le ton et que je continue à parler de cette manière. Qu'est-ce que vous préférez? La manière 1 ou la manière 2? Ok, Kalima. Ok, Sophia. Yes. Mounia. Super. Il y a que 3 ici qui veulent de l'énergie. Les autres, restons des exemples de cas, s'il vous plaît. Ok, peut-être, si on a le temps. Yes. Ok. Maintenant, ça commence à me rallumer, là. Le feu intérieur se rallume. Quand je vois vos messages, ça m'anime. Alors, c'est parti. Si vous êtes là pour la énième fois, vous savez que je ne commence aucune explication autour de l'être humain, de près ou de loin, sans parler. Sans parler de quoi? Que dans le chat, vous l'avez? Exactement. Sans parler de hiérarchie de PM. Pile. Alors, on va poser les briques pas à pas. Vous savez, chaque être humain, vous y compris, vous avez ce que j'appelle une hiérarchie de PM. Votre PM1, PM2, PM3. Évidemment, si c'est une PM1, c'est que la PM1 est différente de la PM2 et la PM2 est différente de la PM3. Donc, vous avez cette hiérarchie de PM, de la PM la plus haute à la PM au PM basse. Parce que la PM la plus haute est une seule PM, elle est unique. Par contre, la PM basse, on ne la connaît pas parce qu'il y a une infinité de PM. Alors, qu'est-ce qu'une PM? Le nom PM, P, c'est pour priorité, M pour motivation. Priorité, motivation. Donc, c'est quoi une priorité, motivation? Une priorité, motivation est un peu l'image de votre
c'est votre empreinte digitale psychologique, votre différenciation. Votre PM la plus élevée et ce qui vous motive le plus. C'est pour ça que ça s'appelle une PM, une priorité, une motivation. C'est votre priorité ultime. Votre hiérarchie de PM va dicter la manière dont vous percevez le monde. Et vos perceptions vont affecter directement votre physiologie. Je vous donne un exemple très, très simple. En fait, si là, il y a un tigre qui vous saute dessus, mettez-moi dans le chat, répondez à cette question. S'il y a un tigre qui vous saute dessus, immédiatement, là maintenant, et que vous percevez le danger de mort, parce que le tigre, il a pour réflexe de vouloir vous manger. Vous êtes de la chair fraîche pour lui. Eh bien, quelle sera votre réaction? Fuite, oui, si vous pouvez. Si vous pouvez. Mais quelle sera votre réaction physiologique? Fuite, attaque ou freeze, je ne fais rien. Figé, exactement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y aura votre adrénaline, votre testostérone, votre histamine va monter en flèche, vous êtes d'accord? Votre ocytocine va baisser, parce que vous n'en avez pas besoin. Vous avez une forte sécrétion hormonale. Quelques hormones qui augmentent, qui montent en flèche en combien de temps? Combien de temps à peu près le réflexe va faire ça? Va créer cette réaction physiologique? À votre avis, combien de temps? Quel est l'ordre temporel? Ouais, l'ordre de quelques millisecondes. Micro, je ne sais pas, mais millisecondes, oui. OK? Maintenant, si au moment où le tigre vous saute dessus, vous vous rendez compte que c'était une peluche, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas un tigre, ce n'est plus un tigre. OK? La sécrétion des neurotransmetteurs, la sécrétion hormonale va s'inverser immédiatement. En combien de temps? En combien de temps? Ouais, quelques millisecondes. Donc, votre physiologie est fortement impactée par votre perception. Parce qu'au moment, en fait, votre perception, comment elle réagit? Vous ne percevez, vos perceptions de danger ou de sécurité se font je perçois ce qui est utile. Alors, pourquoi c'est petit comme ça? Je perçois ce qui est utile au soutien de mon hiérarchie de PM. Ou bien, je perçois ce qui met en danger mon hiérarchie de PM. Vous êtes d'accord? C'est ça vos perceptions. Ce qui est utile à ton hiérarchie de PM, parce qu'au moment où le tigre te saute dessus, ton hiérarchie de PM, ta PM1, ta priorité et motivation, quelle est ta priorité et motivation quand le tigre te saute dessus? La première priorité et motivation dans le chat, c'est de rester en vie. C'est ta priorité et motivation à ce moment-là. Ton hiérarchie vient de se remodeler d'un coup, boum, ça devient survivre. Du coup, si tu perçois que le tigre met en danger ton hiérarchie de PM, ça impacte ta physiologie. Donc, on peut retirer une règle simple, c'est que ma physiologie est directement impactée par les perceptions de soutien / challenge vis-à-vis de mon hiérarchie de PM du moment. Alors, quelle est la partie la plus importante de cette phrase que je vais mettre en rouge? Quelle est la partie la plus importante de cette phrase?
Perception, il y a PM, oui, c'est important. Physiologie. Physiologie, yep, ok. Ok. Il y a le vis-à-vis. Parce que Hiérarchie de PM. tout est vis-à-vis de mon hiérarchie de PM du moment. Mon hiérarchie de PM du moment. Ça, je le mets. Non, c'est pas ça. Pas ça. Error système. Hop là. Je vais plutôt le mettre en gras. Donc, mon hiérarchie de PM du moment, elle est directement impactée par les perceptions de soutien et de challenge. Voilà. Soutien, ça crée un cocktail hormonal. Challenge, ça crée un cocktail hormonal qui a un effet opposé. Et ça, on va l'approfondir juste après. Donc, notre hiérarchie de PM va impacter ce que nous percevons. Ça veut dire que si tout se fait vis-à-vis de notre hiérarchie de PM, vous êtes d'accord qu'il est intéressant de comprendre qu'est-ce que cette hiérarchie, n'est-ce pas? Alors, pour comprendre qu'est-ce que cette hiérarchie, votre hiérarchie de PM, en fait, vos PM les plus élevés vont créer ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. Ça veut dire que je suis motivé de l'intérieur. Ça s'appelle une PM, une priorité motivation. Ça, c'est plus on monte dans notre hiérarchie. Plus on baisse dans notre hiérarchie, plus les actions, les PM en bas vont demander une motivation extrinsèque. Ce sont des motivations de punition et de punition-récompense. Ça veut dire que, autre conclusion, tout ce que vous allez apprendre dans le développement personnel pour vous motiver, pour avoir de la discipline, si ça ne prend pas en considération votre hiérarchie de PM, ce n'est pas un modèle que je recommande. Vous n'avez aucun problème de motivation dans vos PM les plus élevés. Vous n'avez aucun problème de discipline dans vos PM les plus élevés. Si vous avez besoin de motivation pour faire ce que vous dites qui est haut dans vos PM, alors ce n'est pas haut dans vos PM. Je répète ça. Si vous avez besoin de motivation pour faire ce que vous dites être haut dans vos PM, parce que c'est ce que vous dites, moi ce que je vois, ce que je crois, c'est ce que je vois. Eh bien, si vous avez besoin de motivation, c'est que ça n'est pas vos PM hautes. D'accord? Si vous avez besoin de motivation extrinsèque, c'est que ce n'est pas dans vos PM hautes. Si vous avez besoin de discipline, c'est que ce n'est pas dans vos PM hautes. C'est une injection, c'est une obligation que vous percevez par le monde, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de survie de l'ego, mais ce n'est pas haut dans votre hiérarchie de PM propre. C'est à l'encontre de qui vous êtes. Alors, comment on applique ça au cerveau? Parce que c'est important de comprendre ça. En fait, nous avons des neurones sensoriels. On perçoit le monde à travers des neurones sensoriels, d'accord? Donc, on reçoit à travers des cellules de notre peau, à travers notre rétine, à travers tout ce qui va être connecté à des neurones sensoriels pour apporter les informations du monde extérieur vers notre système d'interneurones, les interneurones. Donc, c'est un système de neurones connecteurs. OK? Neurones. OK? Et ensuite, on a un système de neurones moteurs. En fait, on reçoit les informations de nos neurones sensoriels. Nos interneurones filtrent l'information et ce qui est important pour nous à travers nos PM les plus élevés. Et en fonction de ça, on prend la décision avec notre système moteur, de nos neurones moteurs, de agir ou de pas d'agir. D'accord? On est motivé ou pas motivé en fonction de ce qui est important pour nous. En tout cas, ce que notre cerveau perçoit comme étant important. Ou plutôt notre hiérarchie de PM. Dans nos PM les plus élevés, nous avons trois choses. Nous avons un surplus, ce qu'on appelle un ordre de surplus d'attention. Un ordre de surplus d'attention. On va continuer là-dessus.
un ordre de surplus d'attention. Ça veut dire que ton enfant qui joue aux jeux vidéo, il est peut-être TDAH à l'école, mais il a un surplus d'attention quand il joue aux jeux vidéo. Ça remplit ses PM. On a aussi un ordre de surplus de rétention. On retient plus vite, plus facilement. Notre capacité à apprendre devient plus forte. Et on a un ordre de surplus d'imagination. Quand vous parlez de quelque chose qui est relié à vos PM et ce qui est vraiment important pour vous, vous êtes capable de rêver grand. Alors qu'ici, vous n'êtes pas capable de rêver grand. Parce que vous avez ici ce qu'on va appeler un désordre de déficit d'attention. Un désordre de déficit de rétention. Vous savez, quand vous parlez, il y a une majorité de femmes ici, quand vous parlez à votre mari de quelque chose qui ne l'intéresse pas, qui est bas dans ses PM, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que tu peux répéter, ma chérie, s'il te plaît? Oui, mais je l'ai répété 1000 fois. Est-ce que tu peux répéter 1001 fois parce que je ne me rappelle plus? Désordre de déficit d'intention ou d'imagination. Ça veut dire que c'est votre enfant quand vous lui dites range ta chambre, il a un désordre de déficit d'intention. Ah, mais je ne sais pas comment, par quoi je vais commencer, comment je vais faire. Ah non, ce n'est pas possible de réaliser ce rêve. Ce n'est pas le sien. C'est bas dans ses PM. Toi, tu lui dis, il faut faire des études, c'est tes rêves à toi. Mais lui, dans ses PM, il te dit, bah non, c'est difficile. Bref, vous avez compris que chaque être humain a une hiérarchie de PM qui dirige sa destinée, son destin. Et quand vous avez une décision à prendre, eh bien, sachez que vous prenez vos décisions, consciemment ou inconsciemment, mais la majorité des décisions qu'on prend sont inconscientes. C'est parce qu'on perçoit plus de bénéfices que d'inconvénients relativement à nos PM les plus élevés. Pareil pour les gens qui vous entourent. Si vous prenez votre décision de cette manière, les gens aussi font ça, font la même chose. Alors, il y a un élément important aussi à garder en tête, c'est que 90% de la composition du cerveau, ce ne sont pas que des neurones. Il y a aussi ce qu'on appelle des cellules gliales. C'est 9 à 10 fois plus de cellules gliales que les cellules neuronales. Et glial, ça vient de glue. Glue, en anglais, c'est coller, c'est la colle. Et ils sont utiles dans la myélinisation. La gaine de myéline qui entoure un neurone est une gaine qui permet le passage, elle permet plein de choses. Outre le passage de l'influx nerveux, du message nerveux qui va venir irriguer votre cerveau, eh bien, les cellules gliales sont impliquées dans la myélinisation et ce qui permet donc une transmission plus rapide du signal nerveux. Par exemple, si vous avez une inflammation dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les microglies. C'est un type de cellules gliales, il y a plein de types de cellules gliales qui vont se déplacer vers la zone qui est touchée dans votre cerveau et éliminer les cellules mortes et qui sont endommagées. Il y a d'autres types de cellules qui s'appellent les astrocytes qui vont aider à protéger les neurones contre les dommages causés par les radicaux libres, les molécules qui sont instables, qui peuvent endommager des cellules. Donc, les cellules gliales, elles aussi, elles répondent à ce qu'on valorise le plus, à ce qui est haut dans nos PM. Tout neurone qui est impliqué dans l'accomplissement de ce qui est important pour vous va recevoir un soutien de la part des cellules gliales. Et la même chose pour la destruction de neurones qui servent à accomplir ce que vous valorisez le moins, ce qui est moins important pour vous. C'est ce qu'on appelle, les amis, tiens, pour Faisal et pour Mina, s'il y a d'autres médecins, la plasticité cérébrale. On apprend même au collège, je pense aujourd'hui, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a appris, mais la notion de plasticité cérébrale, c'est que notre cerveau a une capacité à détruire et recréer des zones complètes. Quand on perd un bras, il est capable de remplacer la zone neuronale qui était responsable de ce bras pour l'utiliser autre part.
Eh bien, ça répond à vos PM, à votre hiérarchie de PM. Cette plasticité cérébrale, elle est soumise à cela. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, notre cerveau fonctionne de cette manière? Pourquoi ce fonctionnement? Oui, il y a Subhanallah, mais pourquoi ce fonctionnement? Plus on comprend, plus on est capable d'apprécier et d'observer la magnificence divine, n'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Survie, adaptation, il y a survie, adaptation, mais il y a encore un niveau au-dessus. Il y a un niveau au-dessus de la protection. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec les scientifiques qui disent que notre cerveau est fait pour survivre. Faux. Pas que. Pas faux. Partiellement vrai. Désolé. Partiellement vrai. Pourquoi il fait ça? Pour faire grandir notre âme. Merci à Sonia en langage spirituel, mais en langage neurologique, notre cerveau a un objectif de maximiser l'utilisation de l'énergie dans notre corps et notamment dans notre cerveau. Et tout ce qui n'est pas utilisé va être éliminé, comme les muscles, les os. Le cerveau est pareil. La plupart des tissus dans notre corps fonctionnent selon la même logique. Donc, si avec tes sens, tes perceptions, rappelez-vous, on est en train de voir le lien entre le corps et l'esprit. L'esprit, la porte de l'esprit, ce sont nos perceptions. Si avec tes sens, tu perçois quelque chose qui va t'aider à nourrir tes PM les plus élevés, le cerveau va renforcer cette zone, comme un arbre qui grandit en direction de la lumière. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut observer la nature et voir qu'on a cette part de nature en nous? On a une transposition du fonctionnement d'un arbre en nous, n'est-ce pas? Eh bien, les personnes qui aiment ce qu'elles font et qui font ce qu'elles aiment vont littéralement faire grandir leur cerveau. Et les personnes qui sont désespérées et qui n'arrivent pas à obtenir ce qui les nourrit, ce qui nourrit leur âme. Merci Sonia pour le mot âme. Je ne voulais pas le partager maintenant sur une session scientifique, mais allons là-dessus. Quand une personne est désespérée à obtenir ce qui nourrit son âme, eh bien son cerveau va provoquer une dégénérescence. Et mon observation, j'ai fait plus de 3000 heures de sessions de coaching individuel. Des gens m'ont ramené leurs proches pour me dire « Hey, est-ce que tu peux aider ?» Eh bien, mon observation, c'est empirique. Je n'ai pas de laboratoire à disposition pour mesurer ce que je vous dis, mais ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de maladies neurodégénératives ont un lien avec une psychologie autour du désespoir et le sentiment d'une vie inutile. Notez ça, s'il vous plaît. Ça, c'est important. Prenez quelqu'un autour de vous qui a une Alzheimer, par exemple. C'est répandu au Maroc. Et vous allez observer un lien entre le désespoir à vivre une vie qui l'inspire vraiment et le déclenchement de cette maladie. Il n'y a pas que ça. Il y a des causes purement biologiques. L'excès de sucre, peut-être. Mais il y a plein de gens qui mangent beaucoup de sucre et qui ne déclenchent pas ce type de symptômes, n'est-ce pas? Moi, je veux observer la différence. Ça fait sens? On passe à la suite? On passe à la suite? OK. Alors, vous savez, l'ensemble PM1, PM2, PM3, PM4, jusqu'à la PM5, c'est quand vous nourrissez ces parties-là, ça vous nourrit profondément. Vous sentez que vous êtes inspiré. Il y a une notion qui s'appelle le télos. Le télos, c'est ce que les Japonais appellent ikigai, ce que d'autres appellent chemin de vie, ce que les Indiens peuvent appeler le dharma, ce que d'autres appellent, ce que Napoléon Hill appellerait le chief aim,
l'objectif final. Bref, si vous lisez la littérature autour du développement personnel depuis Aristote, vous allez retrouver ces notions-là. Et en grec ancien, le télos signifie le but ultime ou la fin dans la tête. Tel. Tout ce qui est haut dans vos PM, c'est la chose la plus importante dans votre vie, c'est votre but ultime. Et toutes les autres PM en dessous contribuent à cette fin. Et les Grecs anciens, Aristote notamment, savaient à quel point les PM élevées étaient importantes pour maximiser le potentiel humain et la physiologie. Et ils en ont fait un domaine d'étude qui est appelé la téléologie. C'est l'étude des buts et des finalités. Et c'est important ça parce que, comme si vous connaissez, qui connaît Viktor Frankl? Ça vous parle, Viktor Frankl? En tout cas, c'est un juif qui a eu la malchance d'être juif et dans des camps de concentration en même temps, comme beaucoup de juifs. Et les personnes qui étaient dans les camps de concentration et qui ont vécu avec un sens profond dans leur vie, ils vivaient plus longtemps. C'est ce que Viktor Frankl a rapporté. Et ceux qui n'avaient pas de sens, qui cherchaient la gratification immédiate, quand leur tortionnaire arrivait, ils mouraient. Et les personnes qui vivaient selon leurs PM les plus élevés, qui avaient un but, qui donnaient un sens à cette douleur qu'ils vivaient, eh bien, les gens fleurissent dans la vie. D'ailleurs, Viktor Frankl, après cette phase de camp de concentration, il a pu écrire un livre et il est arrivé à nos oreilles aujourd'hui. Physiologiquement, on a plus de vitalité et le sentiment d'être en vie lorsqu'on a un but et un sens à poursuivre. OK? Aussi, un truc important, on en a parlé, l'ordre, le surplus d'ordre et d'organisation. Au niveau de nos PM les plus élevés, on a un niveau d'ordre et d'organisation. Au niveau de nos PM basses, on a un niveau de désordre et de désorganisation qui est élevé. Et à chaque fois qu'on va définir un objectif qui est aligné à nos PM les plus élevés, on va avoir tendance à exceller, à augmenter notre niveau de réussite, à joindre le geste à la parole. Qui ici a des difficultés à joindre le geste à la parole et qui va lire des livres sur la procrastination, la confiance en soi ou l'estime de soi? Oui, Jihan, si tu fais ça, permets-moi de t'apprendre une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu vas dans la mauvaise direction à aller apprendre autour de la, de- de- de la motivation, la discipline. Tu gagnerais plus à apprendre autour de tes PM et qui tu es vraiment et ce que ton âme veut venir accomplir pour être capable de joindre le geste à la parole. On est capable de joindre le geste à la parole dans nos PM les plus élevés. Dans le reste, on ne pourra pas. C'est une perte de temps. Et quand on mène une vie en haut de nos PM, on a tendance à réveiller le leader qui sommeille en nous. Et il existe de nombreux facteurs et nous savons que les personnes qui représentent le leadership ont une durée de vie qui est plus longue que les personnes qui sont issues de milieux socio-économiques défavorisés, qui sont davantage des suiveurs et qui sont plus souvent malades, contrairement aux personnes qui sont inspirées, qui font preuve de leadership. N'est-ce pas? Qui a observé ça? Qui a déjà observé ce truc? Yes. Je pense qu'on peut l'observer dans la vie. Je ne dis pas que c'est une règle absolue qui s'applique à tout le monde. Je dis juste que on peut observer une majorité. Yep. Donc, toi que tu considères comme étant le plus important pour toi en termes de PM, ça, c'est également ton identité. Tu t'identifies à ça. Par exemple, si tu abordes une mère dont les PM les plus élevés sont les enfants et que tu lui demandes qui elle est, elle répondra « Je suis une mère ». Si quelqu'un me demande moi qui je suis, je répondrai enseignant, coach, conférencier. Si tu abordes un entrepreneur qui se concentre sur le business, il pourrait ne pas te répondre que c'est un père, même s'il a des enfants, parce que son identité tourne autour de ce qui est important pour lui en termes de PM. Et chaque fois que tu es capable de réaliser ton identité, qui a un état ontologique de votre être, vous allez tendre à avoir un plus grand facteur de bien-être. Bonjour Zineb. S'il vous plaît, les micros. Les micros. Ok, je vais reprendre le côté dictateur. J'ai coupé les micros.
mais je vous reprendrai, j'ouvrirai les micros plus tard. Donc, je parlais de notre état ontologique, c'est notre identité. C'est là où on va attendre à avoir un plus grand facteur de bien-être et de complétude. On se sent complet et intégré. Et quand on fixe un objectif qui est aligné à nos PM les plus élevés, on va avoir plus de probabilité de l'atteindre, on augmente notre taux de réussite, on augmente notre valeur personnelle, notre estime personnelle. L'estime de soi, c'est quoi? C'est l'estimation qu'on fait entre la personne qu'on pense qu'on devrait être et la personne que l'on est. Mais si on pense qu'on devrait être un poisson alors que nous, dans nos PM, on est un chat, eh bien, on va nous juger parce qu'on n'est pas capable de nager comme un poisson alors qu'on est un chat. Et on va se battre toute notre vie à essayer de jouer au poisson. Vous comprenez? Ça fait sens? C'est important ça. Donc, je peux parler des PM pendant plusieurs jours, mais là, on va arrêter là-dessus pour que vous compreniez que tout part de là. Votre physiologie est impactée par, premier facteur, vos PM. Sous-entendu, découvrir vos PM avec exactitude est quelque chose d'important qui dirige votre vie, qui la dirige en ce moment. Si vous connaissez vos PM, ça dirige votre vie de manière consciente. Si vous ne connaissez pas vos PM, donc votre vie est dirigée de manière inconsciente. Vous avez un sentiment de manque de contrôle sur votre vie. Si vous avez un sentiment de manque de contrôle sur votre vie, vous aurez plein d'autres symptômes qui sont là, pas pour vous casser, pas pour vous briser, pas pour vous faire mal, pas parce que vous avez de la malchance, parce que votre cerveau est designé comme ça. Votre cerveau est designé pour ressentir un manque de confiance lorsque vous êtes dans un chemin qui n'est pas en train de nourrir vos PM, pour vous obliger à revenir sur un chemin qui vous redonne la confiance. Lorsque vous avez des symptômes physiologiques, psychologiques, sociologiques, théologiques, tous ces symptômes sont là et sont designés pour vous envoyer un message. Le message est lequel? Quel est le message de tous les symptômes qui font mal? Quel est le message? Dans le chat? Oui, quel est le message de la maladie? La maladie est un message. Le symptôme est un message. Le message revient sur ton chemin. Exactement, Sonia. C'est ça. Reviens sur ton chemin. Aligne-toi. Réaligne-toi. Le message est le suivant. Vous pouvez le noter. Si vous voulez noter quelque chose, c'est le suivant. Parce que c'est le résumé de la conférence. Le message est le suivant. Découvre ton hiérarchie de PM et le courage d'organiser ta vie autour de ton hiérarchie de PM et sois payé magnifiquement par le monde extérieur pour nourrir ton hiérarchie de PM. C'est ça le message. Si on était dans une période de l'histoire, il y a 1000 ans, je ne rajouterais pas le troisième critère de soit payé. C'était moins important. Aujourd'hui, ça l'est. C'est une des PM universelles mondiales, l'argent. Le message, Faisal, c'est découvre ton hiérarchie de PM et le courage de créer une vie autour de ton hiérarchie de PM et trouve un moyen créatif ou pas, peu importe, de te faire payer magnifiquement pour pratiquer tes PM tous les jours, pour faire tes PM, en faisant tes PM. Enfin bref. Passons à la suite. Est-ce que ça vous tente qu'on aille approfondir les choses un peu plus? Yes? Ok. Vous vous rappelez, tout est une histoire de perception. Et là, là où vous activez ou désactivez vos perceptions le plus souvent, c'est en lien avec d'autres êtres humains, d'autres individus, qui eux aussi ont des hiérarchies de PM. Ça veut dire que
la plupart des perceptions sont emmagasinées dans votre subconscient parce que vous percevez du soutien ou du challenge vis-à-vis d'autres êtres humains. Vous savez, vous avez votre cerveau qui est un organe. Ça, c'est votre hiérarchie de PM à vous. Ça, c'est l'hiérarchie de PM d'un autre individu. Ça, c'est l'hiérarchie de PM d'un autre individu. En haut de votre hiérarchie de PM, vous avez votre télos. En bas de votre hiérarchie de PM, vous avez ce que Freud a appelé le id. Id comme idiot. Pourquoi il a appelé ça id comme idiot? Parce que c'est l'idiot en nous qui a envie d'obtenir ce qui est inobtenable. Comme le disent les bouddhistes, la plus grande source de souffrance chez l'être humain, c'est le désir d'obtenir ce qui est inobtenable et d'éviter ce qui est inévitable. Et notre ego, notre id, est celui qui est impulsif, instinctif, l'impulsion et l'instinct. Notre id représente notre petite nature animale qui cherche ce qui est plaisant à court terme et essaie d'éviter ce qui est douloureux à court terme. Et là, ici, on a ce qu'on appelle notre vrai ego. Notre vrai ego, comme l'appelait Freud. Contrairement à l'ego. L'ego, c'est la représentation de ce qu'on met sur un piédestal, ce qu'on admire, ce qu'on idéalise. Celles et ceux qu'on idéalise. Et ça, je vais créer un nouveau nom. C'est le sous-ego. C'est le ça. C'est le surmoi. En fait, les deux, c'est le ça et le surmoi. C'est lorsque on dit ce qu'on devrait faire, ce qu'il faut faire. L'ego, le vrai ego, représente la partie de nous qui est capable d'avoir un raisonnement objectif et une maîtrise de soi. C'est pour ça que toutes les disciplines actuelles de développement personnel qui rejettent l'ego, le vrai ego, sont à mon sens incomplètes. Parce que le vrai ego a un sens à jouer dans notre vie. Enfin bref, quand vous avancez dans votre vie, comment maintenant sont stockées les charges émotionnelles? Est-ce que ça vous tente de comprendre? C'est ça ce que je pose ici, c'est que vous compreniez comment sont stockées vos charges émotionnelles. Les charges émotionnelles que vous avez qui créent à long terme des symptômes, à court terme des symptômes, mais à long terme, ça crée des syndromes, symptômes. Eh bien ça, ce sont vos perceptions vis-à-vis des autres, parce que quand vous avancez dans la vie, vous aurez des gens qui vous soutiennent, d'autres qui vous défient, d'autres qui vous challengent. Et depuis le jour où vous êtes né jusqu'à votre dernier jour, tout au long de votre vie, vous avez des gens qui vous soutiennent et d'autres qui vous défient. Des gens qui font des choses que vous aimez, des choses que vous détestez. Ce qu'on appelle des partenaires quand ils vous soutiennent et des compétiteurs quand ils vous challengent. Des gens qui veulent vous aider et des gens qui veulent vous empêcher de grandir. Et c'est normal parce que vous avez besoin des deux. Les personnes qui vous soutiennent, ici, les personnes qui vous soutiennent, hop, là, vous voyez mon schéma? Eh bien, vous avez tendance à vous ouvrir à elles. Vous êtes souvent vulnérable envers elles. Si quelqu'un dit quelque chose que vous voulez entendre, donc il vous soutient, vous vous ouvrez à lui. Si quelqu'un dit quelque chose qui vous défie, vous vous fermez. Ici, on s'ouvre. Ici, on se ferme. Quelqu'un qui me challenge, je me ferme à lui. Hop. Là, je me ferme et là, je m'ouvre. Quand quelqu'un soutient ce qui est important pour vous, vos PM, parce que vous vous ouvrez à lui, vous le mettez sur un piédestal. Si quelqu'un vous défie, vous challenge, vous le mettez souvent en dessous de vous, vous le méprisez. Et c'est pour ça que vous allez osciller entre ouverture et fermeture tout au long de votre vie. Et ça, c'est une biologie primitive qu'on peut aller observer. Si on regarde très attentivement, même en remontant à l'organisme unicellulaire qui s'appelle l'amibe, il a ce fonctionnement qu'on a, l'amibe. Que fait l'amibe? Eh bien, comme elle va rejeter et expulser les déchets par exocytose, et elle va absorber la nourriture par endocytose. Vous êtes d'accord? L'amibe,
elle va avoir le même fonctionnement, ouverture-fermeture. Donc, si c'est de la nourriture utile à sa survie, elle va l'injecter par endocytose, et ici, c'est l'exocytose. Eh bien, on a un fonctionnement similaire. Quand on est en train d'admirer quelqu'un, ou on s'ouvre à quelqu'un, ou quelqu'un qu'on considère comme positif, il représente une proie pour nous. Pourquoi une proie? Parce que notre id, notre part animale, a envie de le consommer. Le consommer, c'est le garder près de soi. C'est le faire rentrer dans… On va appeler cette personne quelqu'un d'important. Ce qui est important, on veut l'importer dans notre vie. On veut l'importer dans notre sphère de conscience. On veut l'importer dans notre sphère d'influence. N'est-ce pas? Ça représente notre prédateur. En fait, tout ce que je vous donne là, c'est des synonymes. Pourquoi? Parce que ce qui est représenté ici, notre physiologie, il réagit de la même manière. Proie, prédateur, admiration. Ici, il y a de l'admiration. Piédestal. Ici, on a de la méprise et un jugement négatif. Et donc, quand vous êtes dans l'admiration de quelqu'un, vous vous ouvrez souvent à lui. Et quand vous êtes plein de ressentiment envers quelqu'un, vous vous fermez à lui. Et on va appeler des gens, ces gens-là ici, on va les appeler. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre comme nom dessus? Ça revient souvent. Après un divorce. Quand on a vécu 25 ans avec quelqu'un et à qui on a dit je t'aime, mais qu'à la fin, parce qu'il s'est passé quelque chose, on a oublié les 25 ans. Et on dit quoi? Que c'est un pervers narcissique, toxique, n'est-ce pas? Tout à coup, nos perceptions à travers… Ce que j'entends moi dans mes coachings, je viens de découvrir qui il est. OK. Ça s'appelle, on va appeler ça toxique. N'est-ce pas? Toxique. Ce n'est qu'une question de perception. Et ça, on va l'appeler comment? Tonique. C'est utile à notre survie. Ça à consommer. Et on a la même chose dans la psychologie. Dans la physiologie, pareil. Depuis le début de notre naissance jusqu'à notre développement embryologique, on a ce mode de fonctionnement. Alors, donc, si quelqu'un soutient vos PM, il va représenter la proie, comme on l'a vu, ce qui signifie que vous allez avoir une tendance naturelle de vouloir le manger, le consommer et de chercher à vous rapprocher de ça comme de la nourriture, et ça va activer ce qu'on appelle votre système nerveux parasympathique. Rappelez-vous de ça, je vais le noter ici. Ça va activer votre système nerveux parasympathique. Ici, contrairement au parasympathique, ça va activer votre système nerveux sympathique. Notez ça parce que ça va être utile pour la prochaine partie. Et si quelque chose, donc le parasympathique, ça représente le prédateur pour vous. Le système nerveux sympathique et parasympathique sont des extensions du cerveau et de la moelle épinière. Ils sont impliqués dans le combat et la fuite, le système nerveux sympathique, ou le repos et la digestion, parasympathique. Et si on a quelque chose qui nous soutient dans nos perceptions, notez ça, c'est dans nos perceptions, c'est le mot le plus important de ma phrase, c'est dans nos perceptions, eh bien nous voulons l'absorber, on va le mettre sur un piédestal, on va commencer à l'admirer, dire que c'est positif. Et le mot d'ailleurs admirer vient de ad, c'est ajouter, et mir, c'est voir, c'est ajouter, voir de plus près. Vous savez, j'avais fait un jour une session de tir avec une arme et on m'avait expliqué la ligne de mire. La ligne de mire, c'est là où on veut viser. Et admirer, c'est aller voir de plus près. C'est important les mots. J'aime bien l'étymologie des mots. Donc, et quand ça se produit, vous allez avoir une augmentation de la dopamine, l'ocytocine, la vasopressine, les encéphalines, les endorphines, les oestrogènes, la sérotonine.
ici, c'est ce qui va se passer. Dopamine, sérotonine, ocytocine et etc., etc. Alors que ici, vous allez avoir, à contrario, votre perception de défi, de challenge, de détester quelqu'un, de ressentir du ressentiment, ça va activer de la testostérone, de la norépinéphrine, l'épinéphrine, du cortisol, de l'histamine, qui sont les réactions chimiques opposées de ça. Alors, ici, c'est dirigé testostérone masculin. Ici, c'est dirigé oestrogène féminin. Soutien. La maman soutient. Le papa challenge. Le masculin et le féminin. Ce n'est pas une règle, mais vous avez la représentation. Traditionnellement, c'est ça la représentation. Cortisol ici. Histamine. C'est comme l'histoire du tigre tout à l'heure. Le truc, c'est que vous ne pouvez avoir d'équilibre chimique que si les deux côtés sont équilibrés. Ça s'appelle l'équanimité. Notez ça. C'est ce qu'on appelle la chimie équilibrée. Si l'un des deux domine, on va avoir un déséquilibre. Et c'est ce qu'on va appeler la maladie. Si on vit selon nos PM les plus élevés, on va avoir tendance à amener les deux systèmes en équilibre. On va vivre selon nos PM les plus… Quand on vit selon les PM les plus basses, on va avoir tendance à amener ces systèmes hors de l'équilibre. L'un conduit à la santé, l'autre conduit à la maladie. Et quand vous êtes dans une relation et que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, il y aura des moments dans cette relation où vous serez attiré par cet individu et d'autres moments où vous ne l'êtes pas, voire que vous êtes même repoussé. Qui a vécu ça? Qui a vécu ça? Vous êtes d'accord que vous vivez ça même dans une relation avec vos enfants? Des moments où vous êtes attiré par vos enfants, vous voulez passer du temps avec eux, vous voulez qu'ils soient proches de vous, ils vous libèrent de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, et des moments où c'est du cortisol. Tu as envie juste de souffler, qu'il soit loin ou qu'elle soit loin. N'est-ce pas? C'est pareil dans le couple. Je suis étonné par le fait qu'il n'y ait que 2 personnes ou 3 personnes qui vivent ça, sachant que 100% de mes accompagnements individuels, on me dit la même chose. Soyez honnêtes. Come on. Oui, oui, Mounia. OK. Le niveau d'honnêteté de ce groupe est en train d'augmenter, de monter en flèche. Magnifique. Ah, Faisal ne veut pas l'avouer. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. On fera 100. Faisal ne l'avoue pas, mais nous deux, on connaît. Exact. OK. Alors, allons approfondir tout ça. Et comprenez un truc, parce que ce qui a été découvert, notez ça, c'est que le développement maximal dans les êtres humains et dans les systèmes biologiques se produit à la frontière du soutien et du challenge, du soutien et du défi. Si vous avez cet équilibre, vous allez accumuler votre développement maximal année après année. Parce que vous allez utiliser la partie de votre cerveau la plus avancée, la plus objective, votre cortex préfrontal médian, la partie logique de votre cerveau. Vous allez croître. Comme le disait Spinoza, la joie arrive au niveau de la connaissance. La tristesse et les états énergétiques bas vont arriver au niveau de l'ignorance. Selon si vous vivez selon votre biologie primitive ou votre biologie la plus avancée, eh bien, en fait, ici, quand vous êtes trop ici, quand vous êtes trop là, je vais le mettre en rouge. Quand vous êtes trop ici ou trop ici, les deux sont pareils. Ce qui va se passer, c'est que le glucose, l'oxygène, l'apport sanguin va descendre vers les zones inférieures de votre cerveau et ça va commencer à démolir et à détruire votre cerveau supérieur. C'est pour ça que on remarque
chez les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, leur cerveau est en train de devenir plus petit. Et vous devenez comme avec un fonctionnement de plus en plus animal. Comment vous savez que vous êtes dans un fonctionnement animal? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans un fonctionnement animal? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans un fonctionnement animal? On alerte, yes. On polarise. Et notez ça, on va chercher la récompense à court terme et on va vouloir fuir la douleur à court terme. C'est comme quand on veut avoir des abdos dans un mois, sans manger, sans suivre une diète, sans faire de sport, sans avoir de douleur musculaire. On veut avoir une masse musculaire sans payer le prix. On veut devenir millionnaire sans payer le prix. On veut devenir coach connu à l'international sans faire de marketing et de vente et de construire une vraie entreprise. Vous comprenez? On va tomber dans ce qu'on appelle les attentes irréalistes. Les ABCD de la négativité. Les attentes irréalistes. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Alors, maintenant, l'état d'équilibre, c'est ce que certaines personnes appellent ça, cet état d'équilibre de l'âme, le stade de l'amour inconditionnel, qui est à différencier de l'amour conditionnel et de l'amour tout court, qui est l'amour de l'attachement. Parce que l'amour inconditionnel est un équilibre des paires d'opposés. Notez ça, c'est une synthèse et synchronicité de tous les opposés complémentaires, soutien et défi, aimer et détester. Et c'est pour ça que quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous êtes capable d'embrasser les deux côtés de cet individu. Et les gens veulent être aimés pour qui ils sont. Et qui ils sont, c'est leur hiérarchie de PM. Vous serez incapable d'aimer quelqu'un réellement si vous n'êtes pas capable d'aimer son hiérarchie de PM. Vous serez incapable de vous aimer vous-même si vous n'êtes incapable d'aimer votre hiérarchie de PM. Aimer, rappelez-vous, c'est le soutien, c'est la synthèse et synchronicité de tous les opposés complémentaires. Ça n'a rien à voir avec l'attachement et le plaisir. Aimer, ce n'est pas égal à plaisir. Aimer égale à plaisir plus douleur au même degré. Donc, quand les gens vivent selon leurs PM les plus élevés, ils vont être soutenus et défiés selon les PM les plus élevés. Ils vont être aimés pour qui ils sont et détestés pour qui ils sont. Si vous faites cela, vous allez avoir la santé. C'est pour ça que l'amour, c'est l'une des clés de la santé. L'amour est l'un des meilleurs guérisseurs, notez ça. Conclusion. Conclusion de tout ça, l'amour est le meilleur des guérisseurs. L'amour est la connexion avec votre divin. On le dit dans la religion, hein. Faut savoir dire merci à tout. C'est ça l'amour, c'est dire merci à tout. Quand tu perds un enfant, être capable de dire merci, c'est ça le vrai amour. C'est ça le vrai amour inconditionnel. C'est pas quand tout va bien et que tout se passe bien. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Bon, ici, il y a un dernier point que je voulais vous rajouter. Ici, vous voyez le mot dopamine, ça vient de dope. Dope, c'est addiction. Quand vous êtes accro à quelque chose parce que ça vous soutient dans votre hiérarchie de PM, vous percevez beaucoup de soutien, vous allez mettre cette chose sur un piédestal ou cet être humain. Et la dopamine va arriver, ce qui est un composé addictif. Et vous allez devenir dépendant de ça. Vous agissez de manière enfantine. Qui s'est remarqué dans les premiers états amoureux, quand vous avez rencontré votre premier amour, vous étiez comme un enfant? Vous les femmes, votre mari, quand vous lui disiez de sortir les poubelles, est-ce qu'il les sortait comme un enfant? Il était content, il chantait. Maintenant, ce n'est plus un enfant. Vous l'avez trop challengé. Vous challengez trop quelqu'un, vous le rendez indépendant. Vous soutenez trop quelqu'un, vous le rendez dépendant. Vous lui apportez l'équilibre entre soutien et challenge, vous créez de l'amour. C'est pour ça que quand vous êtes accro à quelque chose, c'est parce que vous êtes descendu dans des niveaux de comportement très bas. Les addictions, ça vous pouvez le noter, toutes les addictions sont une conséquence de perception déséquilibrée et du fait de ne pas nourrir ses PM les plus élevés. C'est comme ça qu'on traite les addictions dans le code unité. Pas en faisant plein d'outils qui fonctionnent. Il y a plein de choses qui fonctionnent. Mais ce qui fonctionne sur le long terme des addictions, et j'ai été un addict à plein de choses,
c'est de nourrir ses PM les plus élevés et d'être dans un équilibre perceptuel. Enfin bref, allons approfondir un peu plus. Qui va approfondir ou on s'arrête là? Il est déjà 1 heure. On a déjà dépassé 1 heure. Je vais passer quelques minutes avec vous peut-être. Qui veut qu'on aille un peu plus loin? Un tout petit peu. Code unité? Vous n'êtes pas fatigué? Code unité sont les étudiants de l'école de coaching de Code unité sur laquelle on enseigne tout ça en profondeur. Et on a une session juste après. C'est pour ça que je leur demande. Pas fatigué? Ok. Il n'y a que Sophia qui n'est pas fatiguée. Fatima non plus? Ok. Ok. Nourrissons votre âme et la mienne par ricochet. Alors, vous avez une hiérarchie de PM. Maintenant, vous connaissez votre hiérarchie de PM. Si vous percevez le soutien au-dessus du challenge, vous allez activer votre système nerveux autonome, la partie de votre système nerveux autonome parasympathique. Vous vous rappelez? Le soutien. Pourquoi je mets une flèche là, à votre avis? Pourquoi je mets une flèche là? Ça. Et là, si je mets challenge supérieur au soutien, pareil, la même flèche qui va descendre par là et aller par là pour activer votre système nerveux autonome, cette fois-ci sympathique. Alors, pourquoi est-ce que je mets une flèche aussi ici? Pourquoi la flèche, elle passe par votre hiérarchie de PM? Pourquoi? Exact. Parce que le soutien, la perception de soutien et de challenge se fait par rapport à notre hiérarchie de PM. C'est toujours un rapport avec notre hiérarchie de PM. D'accord? C'est le rapport avec. C'est important. C'est pas juste du soutien et du challenge. C'est le soutien par rapport à notre hiérarchie de PM. Alors, le système nerveux parasympathique va avoir, ou le système nerveux sympathique, peu importe, va avoir un lien avec nos perceptions, parce que c'est ça qui va déclencher le tout. Et ici, plus le soutien augmente, plus le système de combat et de fuite va augmenter. Si vous êtes d'accord, combat ou fuite. Ici, repos ou digestion. Alors, comment aussi ça s'active? Vous savez, on a une partie de notre cerveau qui s'appelle le noyau accumbens et le noyau suprachiasmatique, qui va être impliqué dans, dans notre capacité à interagir ou non avec la lumière et qui va réguler nos cycles circadiens. C'est-à-dire trop de sommeil, c'est pas bon. Peu de sommeil, c'est pas bon non plus. Et tout ça est régulé de manière inconsciente. Parce que ici, le système nerveux sympathique est dirigé vers un fonctionnement de jour, lumière, et ici, un fonctionnement de nuit. Ici, le système nerveux parasympathique a une tendance à alcaliniser nos cellules, alcalin. Ici, on va avoir une tendance à plutôt basifier ou acidifier notre corps. Acide. Donc, ils ont des fonctionnements opposés. Ce
Alors, comment je vais… Est-ce que je rentre là-dedans ou pas? Ce fonctionnement, ouais, on va rapidement passer là-dessus. Les systèmes sympathiques et parasympathiques, ils sont responsables dans aussi l'orientation des globules rouges et des globules blanches. Et en fait, chaque cellule du corps, littéralement chaque cellule, va posséder directement ou indirectement des sites récepteurs. Ce qui va se passer, c'est que ici, l'activation de ce système ou de ce système va impacter nos cellules. La cellule, c'est ça. La cellule a un noyau et ici, on va voir ce que c'est. Alors, lorsque le sympathique est activé, vous êtes d'accord que c'est du cortisol qui va envoyer des… C'est le messager entre le sympathique et nos cellules. Et ici, c'est plutôt de l'acétylcholine. Pas que, c'est juste pour l'explication. Alors, il faut savoir un truc. C'est que notre corps, à travers le noyau suprachiasmatique qui se trouve dans l'hypothalamus. D'ailleurs, au passage, on parle de noyau suprachiasmatique. Chiasma, c'est une croix. Pourquoi? Parce que ça se croise à côté du nerf optique. Pourquoi le nerf optique? Parce qu'il y a un lien avec la régulation de nos cycles biologiques et ce qu'on appelle notre équanimité. Parce que notre corps va tenter d'équilibrer le jour et la nuit. Il cherche l'équanimité. Et si on a des cycles anormaux, on va perturber ces systèmes et c'est ça qui va créer diverses maladies. Mais ces trucs-là sont activés, tous ces mécanismes sont activés et désactivés de manière inconsciente. Ces perceptions sont stockées dans notre subconscient et activent ou suractivent le parasympathique ou le sympathique de manière anormale en fonction du stockage de nos perceptions déséquilibrées. Alors, maintenant, ceci étant posé. Dans chaque cellule, revenons à chaque cellule de votre corps, il y a ce qu'on appelle des récepteurs. Des récepteurs, il y a différents types de récepteurs. Vous savez, là, j'ai noté, là, vous voyez un récepteur comme ça, mais là, il y a un récepteur comme ça. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a différents types de récepteurs. Les récepteurs, c'est quoi? Dans le fond, ce sont des petites protéines et du glycogène et des petites molécules de sucre. Donc, lorsque, par exemple, le système sympathique est activé, les cellules vont faire quoi? Elles vont recevoir ici, au niveau du récepteur, le cortisol qui va venir ici. Il va envoyer un petit message. D'accord? Ici, lorsque le parasympathique est activé, il y a l'acétylcholine qui va venir ici, qui va envoyer un autre message au niveau de ce récepteur. Et les messages sont assez opposés. Ce sont des opposés complémentaires. Rappelez-vous l'amour. L'amour est la synthèse et synchronicité des opposés complémentaires. Pourquoi? Parce que le corps essaie de maintenir l'homéostasie. Il y a un livre de Claude Bernard sur l'homéostasie qui s'appelle La sagesse du corps, qui est un beau livre à lire sur la façon dont notre physiologie essaie de maintenir l'équilibre. L'homéostasie, c'est l'équilibre global. Il y a aussi une autre notion qui s'appelle l'allostasie. C'est un équilibre dynamique. Ça veut dire que quand il fait très chaud, on va libérer de la sueur parce que on va s'adapter à la chaleur. C'est de l'allostasie. C'est un équilibre dynamique. Maintenant, revenons à notre système nerveux et nos neurotransmetteurs. Lorsque vous activez le système sympathique, parce que vous percevez plus de défis que de soutien vis-à-vis de vos PM, ce système va créer le neurotransmetteur qui est appelé de cortisol, norépinéphrine, épinéphrine, peu importe. Et contrairement au parasympathique, qui lui, lorsque vous percevez du soutien, va activer de l'acétylcholine et d'autres neurotransmetteurs. Ces deux types de neurotransmetteurs, ils vont aller à la paroi de la cellule et vont créer ce qu'on appelle un effet de cascade. Alors, c'est quoi un effet de cascade?
L'effet de cascade pour le sympathique, c'est ce qu'on appelle l'AMP. D'accord? Ici, AMP. AMP. Et ici, c'est la GMP. C'est quoi cette cascade? Guanine monophosphate et adénosine guanophosphate. Alors, l'AMP, c'est quoi? C'est que, littéralement, la cascade de réaction va faire encoder certains gènes. La GMP va faire encoder ou désencoder, entre guillemets, j'invente un mot, certains gènes. Pourquoi? Parce que le noyau, ici, si on zoome, il contient ce qu'on va appeler des histones, c'est le code génétique, c'est les gènes. Autour des gènes, il se trouvent les histones, c'est des petites molécules, des protéines. Et lorsqu'un côté est activé, que ce soit le sympathique ou le parasympathique, ça va provoquer une cascade d'enzymes qui vont traverser le noyau et activer l'ADN des histones. C'est-à-dire que ça va, hop, venir activer quelque chose ici, et ça va venir activer quelque chose ici, à travers ce cycle. Et le noyau qui contient le code génétique va activer l'ADN des histones et va causer ce qu'on appelle l'acétylation. Ici, c'est acétylation, comme acétylcholine. Et ici, c'est méthylation. Alors, l'acétylation et la méthylation se produisent comme des régulateurs. On appelle d'ailleurs ça des régulateurs géniques. Et ces régulateurs vont provoquer des changements dans une partie du code génétique qui est littéralement activée ou désactivée et qui est éventuellement transcrite ou pas. Donc, pour résumer, vos perceptions qui affectent votre système nerveux autonome peuvent créer une réponse épigénétique. Et les gènes ensuite sont responsables de la création de protéines qui sont utilisées pour les enzymes et les structures de la cellule. Et donc, dès que vous faussez vos perceptions, parce que vos perceptions sont fausses, quand vous percevez plus de soutien que de challenge, plus de challenge que de soutien, ce ne sont pas la réalité. Quand vous faussez vos perceptions, vous faussez vos cellules. Et littéralement, vous faussez leur fonction, vous faussez leur structure. Et au niveau cellulaire, on va créer de la maladie en ayant un cerveau qui perçoit de la maladie, un cerveau déséquilibré. Donc, quand quelqu'un vous challenge, votre mécanisme de défense va vous rendre tendu, crispé. Et quand quelqu'un vous soutient, ça vous rend détendu ou relâché. Un côté qui est musculaire et l'autre qui est plutôt gras. Un côté plus testostérone, l'autre qui est plus oestrogène. C'est pour ça que les personnes qui ont été trop challengées dans leur perception sont plutôt masculines. Celles qui ont été trop soutenues sont plutôt féminines. Et c'est pour ça qu'une personne qui perçoit beaucoup plus de soutien que de challenge, eh bien, elle devient féminisée. Elle n'est pas capable de gérer sa vie. Si vous prenez de la testostérone, vous allez développer du tissu musculaire. Si vous prenez des oestrogènes, vous allez développer des tissus graisseux, adipeux. Un côté pour la défense, l'autre pour la relaxation. Et nos cellules font la même chose. Il existe une petite enzyme, une molécule active qui est appelée la molécule motrice. Et quand le système parasympathique est activé, eh bien, il y a une transportation des matériaux de la paroi cellulaire vers le noyau. Quand il y a le challenge, on va transporter du matériau de cette paroi cellulaire vers les noyaux. Par contre, quand il y a du soutien, on va transporter du matériau d'ici vers le noyau, vers le noyau de la cellule. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, c'est comme les murs, les parois de la cellule. Donc, quand il y a du challenge, il faut protéger, il faut construire des murs, comme dans la guerre. Parce que ces matériaux de la paroi cellulaire vers le noyau, ça aide les gènes à subir la mitose, c'est-à-dire la croissance. Parce que
lorsque vous vous sentez détendu, vous voulez grandir. Vous pouvez digérer la nourriture et croître. Mais si quelque chose vous challenge, il y a autre chose qui va se passer. C'est que vous allez prendre les matériaux du noyau et les ramener vers la périphérie pour défendre. Et là, vous allez construire un mur, vous allez arrêter la mitose. Donc, vous arrêtez de grandir. Vous allez protéger les gènes de la lumière parce que les radiations protègent les gènes, endommagent les gènes. Et donc, vous provoquez une mort cellulaire. Donc, d'un côté, vous avez l'oxydation et le catabolisme. Ici, oxydation, catabolisme. Et de l'autre côté, vous avez réduction et anabolisme. Réduire, c'est enlever un électron. Oxyder, c'est ajouter un électron. Et tout ça fonctionne de manière opposée. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est la magnificence du divin à son paroxysme. Épigénétique, ça signifie quoi? C'est agir sur les gènes. Et quand un spermatozoïde s'unit à un ovule, ça va créer un zygote qui va commencer à se diviser en 2 cellules, en 4 cellules, en 8 cellules, en 16 cellules, en 32 cellules, jusqu'à des milliers, littéralement des billions de cellules. Et donc, le développement va passer par plusieurs stades, la morula, la blastula, la phase de gastrula. Et dans la phase de gastrula, il va commencer à y avoir ce qu'on appelle une différenciation cellulaire. Donc, la création de l'ectoderme, l'endoderme, le mésoderme et divers tissus spécialisés. De la peau au système nerveux, aux muscles, aux os. Ensuite, on va créer des systèmes urinogénitaux, enfin bref, des systèmes digestifs, systèmes nerveux. Et à n'importe quelle division mitotique, si notre psyché perçoit plus de soutien que de challenge, les cellules vont le percevoir. C'est pour ça que si la maman est trop challengée pendant la grossesse, elle peut impacter le développement embryologique de l'enfant. Et c'est pour ça qu'on va voir parfois des enfants qui naissent avec des peaux de poisson. Trop de challenge dans les perceptions. Comment est-ce qu'une cellule perçoit? Ben là, comme nous, on perçoit avec nos sens, la cellule perçoit avec le cortisol et l'acétylcholine, l'adrénaline, la norépinéphrine. Enfin, c'est la même chose. Vous comprenez? Si on se sent défié, hormone de croissance augmente. Si on se sent soutenu, elle diminue. Si on se sent soutenu, oestrogène augmente. Si on se sent défié, testostérone augmente. Et ça, on peut voir littéralement des changements de morphologie et de forme basés sur nos perceptions avant même d'avoir des perceptions sensorielles. Nos cellules le perçoivent même avant notre naissance. Il n'y a pas d'accident quand l'enfant naît sous une certaine forme. Il y a un bassin cellulaire dans lequel il a baigné. Il y a un ordre caché. Ce qu'on va appeler accident, hasard, pas de chance, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est une mauvaise compréhension de l'ordre divin. Nos cellules ont une intelligence. Elles savent comment fonctionner de manière incroyable. Et pourtant, la cellule sait quoi faire, possède plus d'intelligence que tous nos doctorats et nos spécialités. Cette sagesse innée, comme l'a dit Claude Bernard, est innée. Elle est née avec. Ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais le reste, si. Le reste, ça a une explication. La cellule répond à son environnement, même à un stade primitif, et crée les débuts de ce qu'on appelle des initiateurs de maladies. Nous avons tous vécu une expérience émotionnelle. Et quelqu'un vient nous la rappeler, une expérience émotionnelle qui a été chargée, qu'on a stockée dans notre subconscient. Subconscient, c'est quoi? C'est au minimum amygdale cérébrale et hippocampe. On a stocké ça quelque part. Et quand quelqu'un vient nous la rappeler, même si c'est une autre personne, ça nous fait réagir émotionnellement. Eh bien, il y a des expériences émotionnelles qui ont été stockées dans les perceptions de vos parents, qui vous ont été transmises à travers leur code génétique, que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes réactivé à l'âge adulte.
Même si vous n'avez vécu aucun initiateur, même si ce n'est pas vous qui avez emmagasiné ça, ça s'appelle le transgénérationnel. Ça a une explication, ce n'est pas ésotérique. Et tout ça se travaille dans les perceptions. Le transgénérationnel se travaille dans les perceptions. Ce n'est pas en embrassant des arbres. D'abord, parce que quand on est capable de rééquilibrer nos perceptions, on est capable d'impacter notre génétique. Et donc, ces promoteurs-là peuvent accentuer des maladies plus tard à l'âge adulte. Et elles pourraient avoir été initiées bien avant le développement embryologique ou dans notre petite enfance. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des diathèses. Les diathèses, c'est des prédispositions ou des choses qui pourraient nous rendre vulnérables à certains types de maladies. Si on n'a pas des promoteurs, ces promoteurs et ces stress, nous pourrions ne jamais développer la maladie. C'est vrai. Mais si nous les avons, on va activer la maladie. La maladie existe. C'est votre héritage. Et ce qui résout tout ça, c'est de ramener l'esprit à l'équilibre. Si on ramène notre esprit à l'équilibre, notre chimie revient à l'équilibre, notre neurochimie revient à l'équilibre, notre épigénétique revient à l'équilibre, et les marqueurs méthyl et acétyl reviennent à l'équilibre, et notre physiologie revient à l'équilibre. Et l'aspect qui va réguler ou déréguler nos gènes revient aussi à l'équilibre. Et les structures et les fonctions reviennent à l'équilibre. Et c'est ça qu'on appelle le bien-être. La plus grande chose, la plus efficiente que vous puissiez faire, c'est d'équilibrer votre esprit, équilibrer vos perceptions, équilibrer vos actions. Et c'est pourquoi les personnes qui ont de la modération, qui mangent avec modération, qui vivent avec modération, vivront probablement un peu plus longtemps que celles qui ont des systèmes extrêmement volatiles. Vous ne pouvez pas être stable si vous êtes volatile dans vos perceptions. Si vous voyez danger, challenge, soutien, j'adore ça. Non, vous êtes volatile. Et j'ai découvert qu'il y a des personnes qui mangent un repas par jour, puis 3 repas par jour, puis qui jeûnent. C'est ce que je faisais. Qui mangent parfois trop, parfois qui mangent 4 repas par jour à des heures différentes. Ces personnes ont des arythmies, perturbent toute leur physiologie. C'est la même chose avec nos émotions. Si nos émotions sont partout, notre physiologie, ça l'est aussi. Et nous avons tous vécu des situations où nous avons été choqués par quelque chose et on le sent directement dans notre corps. Et puis on se calme. Et on peut aussi le sentir dans notre corps. Il y a un lien entre nos perceptions. Notre corps est un mécanisme de rétroaction pour nous guider. Notez ça. Pour nous faire savoir que nous avons des perspectives déséquilibrées. C'est pour ça que la qualité de notre vie est basée sur la qualité des questions que l'on se pose. La qualité de notre vie est basée sur la qualité des questions que l'on se pose, car les questions vont ramener nos perceptions déséquilibrées à l'équilibre et notre physiologie à l'équilibre. C'est ce qu'on apprend dans Codinité pendant 6 mois. On passe 6 mois à apprendre à poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si vous voulez nous rejoindre, il y a un atelier pour approfondir tout ça. On va prendre une journée ensemble. Là, on a passé 1h20 ensemble, avec quelques blagues entre-temps. Et vous voyez tout ce qu'on peut découvrir. Maintenant, comment appliquer tout ça? Découvrir votre hiérarchie de PM. Apprendre à rééquilibrer vos perceptions. C'est la compétence clé. Que vous soyez un accompagnant, que vous soyez un médecin, que vous soyez peu importe que vous soyez manager, que vous gériez des équipes, que vous soyez parent, c'est la compétence clé que je vous invite à découvrir. Et c'est ça qu'on va faire durant l'atelier. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a lieu. Je suis nul en date. Si vous voulez nous rejoindre, l'atelier a lieu samedi prochain, le samedi 20, toute la journée. On vous donnera les détails plus tard, mais c'est toute la journée. Si vous voulez venir, c'est toute la journée. C'est 2500 dirhams pour qu'on passe la journée ensemble et qu'on découvre tout ça. Première partie, découvrir votre hiérarchie de PM. Si vous la connaissez déjà, bien revenez pour faire le test, pour refaire le travail sur les PM. Chaque trimestre, on change de PM. En tout cas, si on ne mène pas une vie à la base qui est alignée à nos PM.
En fait, ce qui nous empêche aussi de nous aligner à nos PM, ce sont les perceptions déséquilibrées. Donc, c'est les deux qui travaillent ensemble. Plus tu rééquilibres tes perceptions, plus tu as tendance à vivre une vie alignement avec tes PM. Plus tu es aligné avec tes PM, moins tu as de perceptions déséquilibrées. Non, c'est en ligne. C'est pas sur place, c'est en ligne. C'est sur comme ici. On va passer la journée ensemble. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, on sera en petit, très petit comité. Donc, c'est les rares fois où vous aurez de la proximité. On aura une proximité ensemble. Je pourrai répondre à vos questions. Ce sera comme de l'individuel. Si vous voulez rejoindre, il faudra écrire à Roya ou je ne sais plus. Écrivez-moi ou écrivez à Roya. Des questions, les amis? D'ailleurs, pour ceux qui hésitent, juste votre santé pendant les 20 prochaines années, si vous divisez 2500 sur 20, c'est quelques dirhams par an. C'est plus rentable que de continuer à galérer avec sa santé et prendre je sais pas, qui va prendre des antidépresseurs, qui a besoin je dis pas que ça va vous enlever vos maladies. Je vous dis juste que rééquilibrer vos perceptions fait tendre votre chimie, votre biochimie vers un bien-être. Je suis pas médecin. D'ailleurs, gros disclaimer, je suis pas médecin. À quelle heure? C'est toute la journée. C'est, je sais plus, 9h30 ou 10h. Jusqu'à votre fatigue. Des questions, les amis, sur la session d'aujourd'hui? Le prix, c'est 2500 dirhams. Pas de questions? Je sais que c'était très dense. Pas de questions? Il y a la Switch Week qui arrive. La Switch Week arrive fin du mois. Qui ne connaît pas la Switch Week? Tout le monde connaît la Switch Week. Eh bien, préparez-vous. Parce qu'on va encore essayer de… Ah, Mina, tu ne connais pas la Switch Week. OK. Ben, on va envoyer les invitations pour s'y inscrire. Je n'ai pas les dates en tête. C'est 28 juin, les soirs, pendant les matchs de foot. Ça permet de voir qui a la PM foot et qui ne l'a pas. Vous l'aurez compris, je n'ai pas la PM foot. OK. Bah, tous ceux qui ne connaissent pas la Switch Week, je vous invite vraiment à rejoindre cet événement. C'est un événement gratuit sur 5 jours, plus 3 jours de rattrapage. C'est un événement unique que vous ne vivrez nulle part ailleurs, dans lequel on va voir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a vu ici, on va le voir en live sur des cas pratiques. Donc, ne ratez pas ce moment. Restez connectés, lisez les emails qu'on envoie, interagissez pour ne pas rater tout ça. Je vous souhaite, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve à une prochaine conférence sur un autre sujet. D'ailleurs, juste avant que je parte, qui ici voudrait sérieusement, avec une intention forte, pas juste un souhait? C'est quoi la différence entre un souhait et une intention forte? Un souhait, c'est je souhaite perdre 15 kilos, mais j'ai 15 kilos encore depuis 6 mois. Je souhaite. Ça c'est un souhait. Un désir, c'est je souhaite perdre 15 kilos et je suis en train de les perdre. Vous voyez la différence? Un souhait ne montre pas de preuve d'action concrète. Un désir réel montre des preuves d'action concrète. Donc, qui a le désir réel de faire de l'accompagnement, du coaching, de la consultation humaine, l'expertise de l'accompagnement humain, son métier?
Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat juste pour que je vois qui se connecte à ces conférences? Ok, Kenza, Mina, Mounia, ok. On a sur les 60 présents, 3 seulement qui ont cette Nabila, ok. Jeanne, ok. Sonia, oui. Sonia, ça, je m'en doutais. Sophia, pareil, je m'en doutais. Ok, ok, tu en faisais déjà. Yes. Alors, si vous avez un désir réel, ne ratez pas la Switch Week. Restez à l'affût quand on va envoyer les invitations. Vous me verrez passer, vous verrez ma tête sur les réseaux, vous verrez des messages, vous verrez des messages WhatsApp, des emails. Ça, c'est sûr, mais inscrivez-vous parce que vous ne voulez pas rater ça. Si vous voulez faire de ça votre métier, et vous savez, le challenge pour en faire son métier, c'est d'avoir des clients. Parce que c'est difficile de faire comprendre à des gens qu'on peut les aider à travers une discussion, n'est-ce pas? C'est compliqué. C'est pas comme viens manger un plat. Il est bon ou pas bon. Eh bien, lorsque vous voulez en faire un métier, vous allez voir des agences marketing, les personnes autour de vous, on va vous dire, ah, mets-toi sur les réseaux sociaux, fais les réseaux sociaux pour que tu sois visible. C'est pas si simple que ça. C'est pas aussi facile que ça. Parce que il faut avoir une unicité sur les réseaux sociaux. Et l'unicité, c'est ce qu'on apprend à créer avec la Switch Week. C'est comment devenir tellement incroyable dans ta capacité à transformer les autres et leur perception que les autres ne peuvent pas s'empêcher de revenir chez toi déjà et en plus d'aller le dire à leur entourage. Donc, vous commencez à fonctionner au bouche à oreille d'abord. Bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille. Et ensuite, vous faites du marketing et de la vente. Voilà. Donc, ce qui va vous apprendre à faire à créer ces transformations tellement profondes. Même si vous avez fait de la PNL, je ne sais pas, la CNV, vous avez fait des écoles de coaching, à l'ICF, peu importe. Ici, avec la Switch Week, on va vous montrer une vision du monde qui est complémentaire à tout ce que vous avez appris et qui va être un soutien pour tout le reste. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et on se dit à bientôt. Merci pour votre présence. Merci de me permettre de partager ce qui me tient à cœur et ce qui est en haut de mes PM. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Merci également. Merci beaucoup. Au revoir.